pour moi, c'est plutôt comment on devient DRH, puisque j'ai la chance de faire un métier où finalement, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit qu'on vend, quel que soit le service, à la fin du fin, on gère l'humain. Et s'il est important dans la gestion humaine de tenir compte de l'environnement et des spécificités, par exemple liées à la culture de l'entreprise, c'est nécessaire. En revanche, les principes et le fond du départ dans la gestion humaine, elle reste la même. Un DRH, là où il apporte de la valeur ajoutée, c'est quand il est capable de proposer des politiques RH sur mesure. C'est-à-dire que sur mesure, et répondant le plus près possible à la culture de l'entreprise. Parce que les caractéristiques culturelles d'une entreprise, c'est ce qui fait la différence dans la valeur créée. Et donc, plus un DRH va comprendre ces enjeux-là et proposer des choses qui collent un maximum à la réalité de la boîte, et plus les politiques RH qui seront mises en place, elles seront impactantes. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata. Bonjour Thibaut. Bonjour Jérémy. Aujourd'hui, nous recevons Fatala Charef, ex-directeur des ressources humaines et de la transformation culturelle chez Intermarché, mais en transition. On va en discuter. Donc, comme tout le monde le sait, Patati Patata, c'est une émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Et aujourd'hui, Fatala, on avait vraiment besoin de vous pour comprendre les grands enjeux en 2023. Merci de nous recevoir. On a une première question, Fatala. Okay. Comment on devient DRH chez Intermarché? Je dis Intermarché parce qu'il y a peut-être une spécificité, on ne va pas parler que de ça, mais comment on devient DRH chez Intermarché? En fait, la question pour moi, c'est plutôt comment on devient DRH, puisque j'ai la chance de faire un métier où finalement, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit qu'on vend, quel que soit le service, à la fin du fin, on gère l'humain. Et s'il est important dans la gestion humaine de tenir compte de l'environnement et des spécificités, par exemple liées à la culture de l'entreprise, c'est nécessaire. En revanche, les principes et le fond du départ dans la gestion humaine, elle reste la même. L'ADN de l'entreprise, elle peut parfois aussi être incité, impliqué, orienté avec le business. Quand on veut un produit et un service différent, forcément l'ADN de la boîte est différente, donc ce qui est exigé en interne peut l'être aussi. Donc, c'est exactement ça. En fait, on est des artisans de l'humain, et un DRH, là où il apporte de la valeur ajoutée, c'est quand il est capable de proposer des politiques RH sur mesure. C'est-à-dire que sur mesure, et répondant le plus près possible à la culture de l'entreprise. Parce que les caractéristiques culturelles d'une entreprise, c'est ce qui fait la différence dans la valeur créée. Et donc, plus un DRH va comprendre ces enjeux-là et proposer des choses qui collent un maximum à la réalité de la boîte, et plus les politiques RH qui seront mises en place, elles seront impactantes. Ok. Alors c'est quoi du sur-mesure précisément? Parce qu'on en entend de plus en plus parler. Moi quand je l'entends, j'entends un peu le pendant de ce qu'on peut retrouver dans la politique, on va dire, traditionnelle. Est-ce que le DRH, il est en train de se politiser dans l'entreprise? Il est en train de devenir un acteur politique dans n'importe quelle entreprise, avec le volet de communication, avec tous les volets qui vont autour? Tu as deux choses. D'abord, sur le sur-mesure. En fait, la fonction RH, elle est juste le pendant de la fonction marketing. Tu vois, c'est intéressant de le dire comme ça. C'est pas souvent qu'on entend ça. Mais c'est une vraie réalité. Tu prends tous tes sujets sur la relation client, sur quel service proposer à mes clients, le raisonnement RH, il est le même. Nous, on a des clients. D'accord. Et les clients, tu as les collaborateurs, tu as l'actionnaire, mais tu prends dans l'approche que tu pars forcément du besoin du client. Et ton client, c'est tes collaborateurs. Et donc, quand tu fais du sur-mesure, par exemple, travailler sur des sujets comme le modèle managérial d'une entreprise, normalement, quand tu dis tu fais du sur-mesure, c'est-à-dire que la façon dont tu veux que tes managers se comportent
où quand on parle de manager ayant le bon profil, eh bien, un DRH qui fera correctement son job t'expliquera, preuve à l'appui, en quoi le manager de son enseigne ou de son entreprise n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un manager d'une autre entreprise, parce qu'encore une fois, tu l'as dit, on fait appel à l'essence même de ce qui constitue les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, sur la politisée, il n'y a pas de raison que l'ensemble de direction dans une entreprise soit politisé. Il n'y a pas de raison que le DRH ne le soit pas. Et être un bon DRH, c'est aussi faire de la politique au sens noble du terme. C'est aller au contact des collaborateurs, mais c'est aussi aller au contact des actionnaires et des décisionnaires. Donc oui, un DRH fait de la politique dans l'entreprise. Il faut quand même avoir une certaine aspérité. Tu laisses libre cours à ta façon de fonctionner, ta façon d'opérer avec l'humain. Sinon, du coup, n'importe quel DRH peut être DRH à la place de notre DRH. Il y a quand même une particularité à avoir, notamment toi, quand on parle hors micro, tu as quand même une spécificité de DRH. Tu te nommerais un DRH plutôt direct, plutôt non politisé, enfin, non langue de bois, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, du coup, ça, c'est un avantage aussi pour une boîte d'avoir un DRH comme ça ? Si tu veux, le patron de la boîte, il a besoin d'avoir quelqu'un qui soit en capacité de lui remonter tout ce qui va, mais aussi tout ce qui va pas. Les vraies infos, quoi. Et il a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui joue le rôle de poil à gratter. Et qui mieux que le DRH peut jouer ce rôle de poil à gratter, puisque la vraie complexité dans les entreprises, ce sont les relations humaines. Et quand on parle de poil à gratter, c'est ouais, mais attention, telle décision, elle est pleine de sens, elle est argumentée par des éléments économiques tangibles. Par contre, derrière, il y a toute la dimension émotionnelle, et derrière, cette décision qui paraît au bord totalement justifiée et cartésienne, parfois, dans la réalité, elle n'est pas comprise par les collaborateurs. Ou elle doit être mise en place différemment. Et donc, il faut tenir compte de l'aspect émotionnel et irrationnel qu'on a dans les entreprises. Et le DRH, il est aussi là pour dire ce qui ne va pas. Ou en tout cas, comment le mettre en place de la meilleure des manières. Un bon DRH, c'est quelqu'un qui va venir en disant, écoute, voilà ce qui pose problème. Par contre, il va toujours arriver avec une solution. Ouais, voilà. Et un bon DRH, si tu veux, c'est finalement une femme ou un homme qui est capable de concilier d'un côté les intérêts de l'entreprise avec les intérêts individuels et collectifs des collaborateurs. Oui, clairement. Comment tu mesures le bien-être de tes collaborateurs ? Nous, donc dans la foulée du Covid, et c'est l'un des bienfaits et d'impact du Covid, au lendemain du confinement, mais comme l'ensemble des DRH, on s'est retrouvé à devoir imaginer des solutions permettant, de maintenir du lien entre les collaborateurs à distance, isolés, et dans des situations inégalitaires. Parce que quand tu as la chance de télétravailler dans ta maison de famille à la campagne, en bord de mer, versus celui qui est en région parisienne dans un 2 ou 3 pièces, tu vois, tous ces éléments, le DRH s'est trouvé au cœur et à devoir faire preuve d'innovation et d'ingéniosité dans un environnement contraint économiquement, dans un environnement anxiogène, et dans un environnement où le DRH a été pris au dépourvu, puisque on s'est quand même retrouvé dans une situation où les patrons sont venus solliciter de l'aide et de la mobilisation de la population RH. Et donc, à cette époque-là, comme beaucoup d'entreprises, on a mis en place des temps d'échange, mais surtout, nous, ça nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle, nous, une enquête de climat social, et qui, 2 ans après, perdure, et parce que l'ensemble de l'entreprise considère cet outil comme quelque chose de puissant, c'est quelque chose de très simple. Tous les 2 mois, via smartphone, on envoie 11 questions à nos collaborateurs sur des questions très
très, très opérationnelles. Hein. C'est est-ce que tu juges, est-ce que tu te sens suffisamment soutenu par ton manager? Est-ce que tu te sens suffisamment soutenu par l'entreprise? Est-ce que tu arrives à concilier vie pro, vie perso? Est-ce que tu te sens fatigué, etc. Et en fait, tous les 2 mois, on a cette enquête. Donc les collaborateurs répondent, c'est une échelle de valeur de 0 à 10. Et tous les 2 mois, nos managers donc, restituent à leurs équipes et derrière mettent en place des plans d'action. Et donc en plan d'action... Donc c'est les managers qui dépouillent on a leurs équipes. En fait, on a l'enquête est totalement externalisée. Okay. Elle est analysée, donc la data est analysée par un cabinet spécialiste de ces questions-là et notamment de tout ce qui est relatif à la charge mentale et au RPS. Okay. Et les résultats donc, sont tous les 2 mois partagés en comité de direction. Et ensuite, chaque manager reçoit la restitution sur son périmètre pour la partager avec ses collaborateurs. Et surtout, on a formé les managers à travailler et en fait à être décisionnaire aussi animer des réunions avec les collaborateurs pour identifier ensemble des axes d'amélioration. Ouais, c'est une prise de pouls presque en temps réel. Et c'est pour ça on appelle ça enquête de climat social en fait. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, de par des contraintes, on reçoit pas mal de personnes de la fonction RH. Et ce qui nous frappe à chaque fois, c'est qu'il y a une partie des gens qui ne voient le Covid comme que des freins, que des problèmes rencontrés. Et là, dans ce que j'entends, c'est plutôt tout l'inverse, c'est plutôt des nouvelles pratiques, des opportunités. Alors pour toi, finalement, de vivre des moments comme on l'a vécu, c'est que de l'opportunité pour une entreprise? Ouais, en fait, même personnel. Oui, c'est en fait. Ça a été contraignant pour tout le monde, mais tu vois, nous, le Covid, ça a eu au moins 2 opportunités. La première, celle dont je vous ai parlé, et qui a permis de faire accepter dans l'entreprise ce type d'outils. Honnêtement, il n'y aurait pas eu le Covid, j'aurais galéré pour mettre en place ce type d'outils de mesure. Et le deuxième élément, tu vois... Donc tu l'as vu tout de suite comme une opportunité. Comme une opportunité qui allait pouvoir déclencher quelque chose de bien meilleur dans ta relation humaine derrière. C'est exactement ça. Et la prise de conscience de l'ensemble des managers de cette nécessité de prendre régulièrement le pouls et en tant que manager, être responsable de l'amélioration de la situation et de ce que nous, on appelle la charge mentale. Ils sont jugés partis, finalement. C'est exactement ça. Ils ont une restitution, on leur dit, c'est ton équipe qui se sent comme ça, donc lui, le manager, ou elle, va en parler directement à son équipe, et autonome et décisionnaire pour les... Et vous avez un partage ensuite, vous... Les managers ont un partage pas de best practice, mais de ce qui s'est fait. Moi, avec mes équipes, j'étais plutôt comme ça, j'ai proposé ça, etc. Et en fait, on leur met au fur et à mesure à disposition une sorte de bibliothèque de bonnes actions. Okay. Derrière, ils sont accompagnés aussi par ce cabinet. On a, par exemple, des ateliers de coaching individuel, de coaching collectif. Et puis, nous, une fois tous les 4 mois, on partage les résultats globaux avec l'ensemble des collaborateurs. On donne les grandes tendances. Et surtout, cette enquête permet à chaque service de se comparer à sa propre, aux autres services de sa direction ou au global entreprise. Bien entendu, les résultats ils sont anonymisés, puisque en deçà de 5 répondants, on ne donne pas les résultats, donc ça permet de garantir. Et sur ta question, le deuxième élément positif, tout le monde en parle, mais c'est un fabuleux accélérateur le Covid est un fabuleux accélérateur de télétravail. Nous, dans la distrib alimentaire, le télétravail... Et ça, c'est positif? Ah bah oui, c'est télétravail, les gens... Les entreprises ne voulaient pas en entendre parler. Et le 19 mars, c'est quoi, 2020, confinement, on est mis tous devant le fait accompli. Et donc, c'est comment tu fais. Et donc, nous, c'est simple. Le 19 mars, tu vois, on a des collaborateurs qu'on a autorisé à partir avec, mais c'est un truc tout bon, le fauteuil du bureau, l'écran, et derrière, comment on se mobilise pour leur mettre à disposition du bon matériel, les former. Le fauteuil dès le 19 mars, franchement, ça c'est pas mal, parce qu'on s'en est rendu compte après que ça posait des problèmes. Bah ouais, mais nous, dès le départ, moi j'ai un patron chez Intermarché, j'ai de la chance, qui est très pragmatique. Dès le départ, le mec, écoute, Fatala,
allez, on dit bien, les mecs, ils veulent emmener leur écran, les sièges, etc. Et puis on verra après, et au fur et à mesure. Après, ça nous a permis d'équiper tous les collaborateurs. Et aujourd'hui, bien qu'étant dans la distribution alimentaire, le télétravail, on a su bien le gérer. Et d'ailleurs, si vous prenez 2020-2021, Intermarché et Netto sont les enseignes qui ont connu, notamment sur 2020, la plus forte progression de part de marché. Et il y a plein d'explications. Mais nous, on sait qu'aussi, l'une des raisons, c'est le fait que les collaborateurs des services d'appui ont été en capacité de maintenir un haut niveau de performance en dépit du confinement. Parce que derrière, grâce au board, on a été capable d'être très réactif. Ok. Alors, quand on a dit tout ça, là on est en 2023, c'est quoi les grands enjeux en fait pour capter des candidats, pour les faire venir, pour leur donner envie de s'engager? Pour les faire rester aussi. Le mot engagement chez toi, il est très fort. Très important. Il est très lié à ta personnalité aussi. Donc, comment on fait aujourd'hui pour engager en fait les candidats, ceux qui n'ont plus vraiment envie de s'engager aujourd'hui? Nous, si tu veux, d'abord, la question c'est... moi, en tant que candidat, demain, quand je viens chez Intermarché, j'y viens pourquoi ? Est-ce que je suis mieux payé ? Est-ce que vous m'avez mis une table de billard ? Baby-foot, non. Nous, notre promesse, elle est très simple, mais elle est dans l'air du temps. Pendant des années, la promesse de l'employeur, c'était la carrière linéaire. Nos parents, ils rentraient dans une boîte et ils recevaient la médaille du travail, 50 ans, et le pot de départ, ils partent à la retraite. Ça n'existe plus. Par contre, maintenant, moi, je considère qu'en tant que DRH, la promesse, le contrat social entre l'entreprise et le collaborateur, c'est de lui garantir son employabilité. C'est-à-dire que c'est notre promesse RH. C'est-à-dire que nous, chez Intermarché, ce qu'on te garantit, c'est si tu rentres chez nous aujourd'hui et que dans 1, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu regardes en arrière, ce qui est sûr, c'est que tu seras plus compétent qu'à ton arrivée. Pourquoi ? Parce qu'on met les moyens en matière de l'évolution. L'évolution personnelle, en tout cas. Et on développe les compétences. On peut développer tes compétences. Et chez nous, par rapport à d'autres environnements, tu as beaucoup plus de facilité en matière de mobilité. Tu vois, par exemple, chez nous, c'est méconnu, mais chez nous, on doit être l'une des entreprises françaises où il est le plus facile de devenir chef d'entreprise. Chez nous, chaque année, là, sur 2022, tu dois avoir une quinzaine de collaborateurs du siège qui ont été validés pour reprendre leur propre business. Pour reprendre leur propre business alors qu'ils ont travaillé pour exactement. l'entreprise. Et derrière, tu as tout un plan d'accompagnement en formation, financier, etc. J'imagine que vous avez tout intérêt à ce que ce soit ces collaborateurs-là qui reprennent le business parce qu'ils sont eux-mêmes partie prenante. Ça, c'est très rare, on le voit. Mais aujourd'hui, tu as peu d'entreprises beaucoup vont chercher françaises. À l'extérieur. Bien sûr, et tu as peu d'entreprises aujourd'hui en France qui sont dans une réelle dynamique. Parce qu'après, tu as même les conditions d'accès à l'entrepreneuriat. Nous, aujourd'hui, tu as de véritables conditions d'accès à l'entrepreneuriat. Et chaque année, c'est une quinzaine de collaborateurs. On va par exemple leur faire des facilités sur, le financier. Tu as un plan d'accompagnement sur le financement. Tu as des conditions, quand tu bascules du salariat à l'entrepreneuriat, tu as des conditions aussi de maintien de salaire, tu as ton indemnité de départ qui est augmentée, etc. On valorise la transformation. Exactement. L'entrepreneuriat, quoi. Exactement. Donc, nous, aujourd'hui, comment on fidélise les collaborateurs, et ton développement en tant que collaborateur, et demain que tu fasses ta carrière chez nous ou ailleurs, on mettra tout en œuvre pour que tu sois encore plus compétent qu'à ton arrivée. Ça, c'était vrai avant, enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Et c'est notre enjeu aussi en 2023, en 2024. Et tu me posais la question, mes priorités sur 2023, elles sont doubles. On a, nous, un sujet comme tout le monde, sujet des emplois, donc la pénurie de main-d'œuvre. Tout ce qui n'est pas en télétravail, pour faire vite. En fait, on a, nous, deux types de pénuries. Sur les points de vente, donc ceux qui ne sont pas en télétravail, nous, on a des métiers pénuriques qui sont poissonniers, bouchers, etc. Et ce qu'il faut savoir, en France, on en recrute plus de 40 000, mais aujourd'hui, les écoles en France ne forment pas assez.
Et en plus, aujourd'hui, le métier de poissonnier, il attire pas. Et donc, le problème qu'on a, c'est quand tu as un jeune qui veut devenir poissonnier boucher, le premier réflexe, il va être d'aller chez un artisan. Donc, moi, mon rôle, c'est ce jeune-là, c'est d'Intermarché son premier choix. Et oui. Donc donc le problème de recrutement sur les points de vente. Ensuite, comme beaucoup, on a des problèmes de recrutement sur les fonctions sièges, des data scientists, ce genre de profils qui sont très demandés. Voilà. Et ensuite, le deuxième enjeu 2023, c'est l'accompagnement de la transformation culturelle, puisque la distribution alimentaire est un secteur qui, comme d'autres secteurs comme l'automobile, connaît une vraie révolution. Et en fait, c'est un secteur d'activité qui est arrivé à maturité et qui est en train de se transformer. Et si on veut que nos enseignes soient toujours présentes dans quelques années, il faut faire de nos collaborateurs des acteurs compétents et engagés de la mise en œuvre de notre feuille de route. Ok. On entend beaucoup de sens, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de lignes humaines, en fait, finalement, derrière. Ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup, Fatala, d'être venu nous voir. Merci à d'avoir vous. répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.